Bonjour, il est 14 heures, nous commençons cette conférence sur les data, le GDPR et les nouveaux business models qui sont créés grâce à cette réglementation. Donc tout d'abord, quelques consignes avant de commencer. La première chose, vous avez chacun un magnifique outil entre vos mains qui est un téléphone portable, c'est le vôtre. Je ne vais pas vous passer le mien, mais en tout cas, je vous invite à le prendre, à l'utiliser, à prendre quelques photos et retenir le code EMKTP 2019 qui vous permettra de tweeter et faire connaître sur les réseaux sociaux tout ce que vous aurez appris pendant la conférence. Nous avons la chance d'avoir un plateau extraordinaire et aussi vous avez la chance de pouvoir leur poser des questions. Et pour ce faire, je vous invite à utiliser sur chaque côté les écrans, ici, le numéro de téléphone qui vous permettra de poser des questions en direct et qui seront sur la tablette qu'a notre super animatrice de cette conférence. Quelques questions au niveau de la data. Est-ce que pour la première fois que vous venez à e-Marketing Paris, est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui viennent pour la première fois à e-Marketing Paris? Très bien, une large majorité. Quelles sont celles qui sont déjà venues au moins une fois? Levez la main. OK, donc on a à peu près une sable équilibrée. Quelles sont celles qui sont venues 2 fois? Donc des fidèles qu'on remercie aussi. Et 3 fois, eh ben, ils auront gagné un cadeau. Retrouvez-moi à la sortie. Super. Donc c'est pour ça que l'interaction, c'est important. Et le dialogue est avec vous. Le public, c'est le héros. Donc vous êtes les héros de cette conférence. N'hésitez pas à intervenir dans une démarche conversationnelle. Première règle, donc, c'est applaudir les speakers quand ils vont arriver sur scène. La deuxième règle, c'est de tweeter et bien sûr faire connaître le contenu de cette conférence. Et la troisième règle, à la fin, c'est n'hésitez pas effectivement à partager vos questions. Donc nous allons tout de suite accueillir celui que je n'attendais plus, celui dont je rêvais la présence, celui qui m'a déjà fait une conférence en virtuel, mais qui est là aujourd'hui en chair et en os. Et je vous remercie d'applaudir Guillaume Planète, le directeur marketing digital et média du groupe SEB. Sous vos applaudissements. Il est là, on peut le toucher. Là, j'ai eu un peu de mal tout à l'heure à me dire, mais c'est vraiment lui. Oui, bonjour Guillaume. Il est là, le micro est là aussi. Et c'est vrai que Guillaume est une personnalité marketing des plus reconnues de la profession, notamment sur tout ce qui est digital et data et CRM, mais également beaucoup plus. Et donc le groupe SEB est aussi un excellent exemple de dynamisation d'une marque ancienne, mais qui est toujours très attendue et très reconnue, même aux États-Unis, même avec Oprah Winfrey. Deuxième intervenante, je remercie Delphine Bir-Gabel de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, Delphine est une professionnelle du marketing des agences de com. Elle a un historique en agence qui est très important. C'est aussi une des membres du conseil d'administration du Club des annonceurs, qui était là hier aussi. Et elle a beaucoup de choses à nous dire sur le retail et la data, notamment sur l'utilisation de ces data dans le cadre du GDPR. Troisième speaker, il est venu à 2. Et c'est très bien parce que c'est un super équilibre, donc women and men. Donc je vous demande d'applaudir Christophe Solier qui est venu avec Valérie Lafitte. Et ils sont tous les deux de GDF Gaz, GRT Gaz. Merci Christophe. Je savais que j'allais faire une erreur. Merci de me corriger. Et Valérie Lafitte, qui est l'experte sur la Data Lab. Et Christophe a fondé la Digital Academy de GRT Gaz, donc qui est vraiment une académie pour évangéliser, tu nous en diras plus, évangéliser les personnes de GRT Gaz, voilà, mais pas seulement, également des utilisateurs du digital qui s'intéressent en entreprise à une meilleure démarche digitale et Data Lab, puisqu'effectivement c'est le sujet de cette conférence. Et d'ailleurs, je vous invite à aller vous renseigner de façon supplémentaire, non seulement auprès de tous les exposants qui sont ici et qui ont tous des cas pratiques et des solutions à vous proposer, notamment dans ce domaine de la data qui n'est pas si simple, mais également à regarder les livres qui sont à la bibliothèque proposée par les éditions Kawa en D4 et qui regorgent d'informations intéressantes, notamment des nouveaux livres qui sont sortis aujourd'hui pour l'influence marketing. Et ça, c'est important, on en parlait ce matin.
mais également sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc j'en ai plusieurs avec moi, mais n'hésitez pas à aller les voir sur le D4. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à l'experte reconnue au niveau national de la data et du CRM, qui est, mesdames et messieurs, Floriane Salgue, que je vous demande d'applaudir, qui est aussi la directrice de la rédaction de e-marketing.fr et du magazine Marketing. Et je te laisse la parole tout de suite. Et merci beaucoup, Floriane, puisque c'est vraiment une experte de ce domaine. Merci d'animer cette table ronde et je vous souhaite un très bon moment. À bientôt. Merci beaucoup Cécile, merci pour cette présentation qui met la barre haute. Bonjour à tous, donc Floriane Salgue, effectivement rédactrice en chef adjointe du magazine Marketing, donc le magazine que vous avez peut-être eu à l'entrée du salon. Alors contrairement aux apparences, nous ne sommes pas un magazine animalier, nous parlons bien de marketing, mais je vous laisserai le découvrir en le feuilletant si vous le souhaitez. Alors c'est un sujet un peu plus sérieux qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble, celui des data. Et ce, alors que le règlement général sur la protection des données personnelles va bientôt célébrer ses 1 an. Donc le RGPD, vous le savez tous probablement, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il a imposé aux marques un certain nombre de contraintes, notamment sur la collecte des données. Je pense au recueil du consentement qui est un des aspects peut-être le plus complexe aujourd'hui à gérer pour les marques, au niveau du traitement des données, de l'exploitation, de la sécurisation des données. Et je vous propose donc de voir avec mes 4 intervenants aujourd'hui l'impact qu'a pu avoir le RGPD sur leurs organisations respectives, mais également, plus généralement, comment ils utilisent les data pour rendre leur marketing plus smart, puisque c'est le thème aujourd'hui de ce salon. Pour commencer, je me tourne vers Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes donc directrice du New Business de Clépierre. Alors, 1 an, on est à l'an 1 du RGPD, dans un contexte où il y a eu quand même un certain nombre de mises en demeure de la CNIL, notamment sur des solutions de Drive to Store, procédures qui sont aujourd'hui levées, mais qui ont totalement bouleversé le secteur du Drive to Store. Quel est l'impact justement du RGPD pour les centres commerciaux Clépierre, dont la mesure des flux est quand même un aspect, des flux de visiteurs est un aspect primordial pour vous? Voilà Floriane, en fait, moi je suis directrice de Newbiz de Clépierre Brand Ventures, qui est l'entité en fait qui s'occupe de tout ce qui est commerce éphémère et publicité. Donc en fait moi j'ai été vraiment, on va dire un vecteur, un accélérateur pour justement instituer la mesure dans nos centres commerciaux, parce que moi mon pitch à tout le monde c'est de dire le centre commercial est un média, mais ça n'est vraiment un média que si on peut mesurer comme pour les autres médias, c'est-à-dire avec les mêmes notions de contact, de vue, d'engagement, de transformation, de drive to store. Donc en fait j'ai cherché assez vite une solution en fait qui me permettait de faire ça. Et justement parce que nous, on a entre guillemets une confiance à instaurer avec les gens qui viennent dans nos centres commerciaux, dans nos malls. Justement, je me suis vraiment intéressée à ce que ce soit une solution qui est avant la RGPD, était agréée par la CNIL en fait. Parce que, en gros, je me suis dit, nous, l'impact, il va être terrible si, en fait, les gens ont l'impression qu'ils font leur shopping, on les regarde, ils savent pas. Bon. Donc, du coup, en fait, très tôt, même avant la RGPD, moi, je me suis intéressée vraiment à une solution qui avait intégré, qui a travaillé main dans la main avec la CNIL pour comprendre les enjeux, justement, d'anonymisation et en quoi on pouvait mesurer, mais ne pas, être intrusif dans la vie des gens. Et vous utilisez une solution qui notamment n'a pas besoin de recueil du consentement, parce que là c'est l'un des points un peu noirs. Alors voilà, parce que donc, mon besoin est un besoin statistique. Donc c'est vrai que quand on a besoin de consentement, c'est quand on rentre dans une relation personnalisée. Mais moi, j'ai besoin de compter en fait. Donc j'ai besoin de compter par masse. Et donc cette solution, elle anonymise en fait. En gros, elle compte les signaux de téléphone portable quand ils vont pinguer sur le réseau. Et un signal peut correspondre en gros à 10 personnes, et donc c'est anonymisé par bloc. Et en fait, la data, elle est disponible que 3 minutes après, parce qu'il faut reconstituer ces blocs indivisibles qui font que vraiment on peut pas savoir qui c'était. Voilà, donc ça c'est la techno, pour rentrer un peu dans la cuisine, mais voilà. Donc nous, c'était important pour nous que ce soit vraiment, finalement, RGPD avant l'heure.
Donc le RGPD, c'était surtout au niveau des partenaires avec lesquels vous travaillez, que tout le monde soit bien compliant. Voilà, compliant. Et puis après, il y a un truc qu'on fait, nous, c'est qu'on raconte cette histoire du retailtainment. C'est qu'en fait, pour que le commerce physique continue à croître fortement, en fait, il faut qu'il se passe quelque chose dans les magasins et dans les malls qui est de l'ordre de l'expérience. Et donc, c'est vrai que quand vous voulez faire une expérience, quand les gens sont contents, ils vivent une émotion, etc., ils ont envie de participer, dans ce cas-là, ils donnent leur consentement librement pour rentrer en interaction. Et donc, l'idée, c'est qu'on se serve beaucoup de tout ce qui est événementiel pour rentrer en relation. Mais dans ce cas-là, c'est une relation consentie, voulue librement. Et c'est pas pour mesurer statistiquement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour être dans la relation client. Donc, on a un peu ces deux axes de travail, en fait. D'accord. On reviendra justement sur la partie plus expérientielle tout à l'heure. Mais je me tourne vers vous, Christophe Solier, Valérie Lafitte. Vous me disiez que pour vous, le RGPD n'avait pas forcément été un Big Bang, donc ça peut s'expliquer par la nature de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire un peu plus ? Oui, alors GRT Gaz, du coup on est l'un des transporteurs de gaz en France. Donc moi je suis responsable du Data Lab, donc au sein de l'équipe on manipule beaucoup de données, on traite pas mal de cas d'usage en data science. Et donc effectivement on s'est pas mal cherché sur ces questions de RGPD au démarrage. Alors un an après, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est ? On a nommé un Data Protection Manager qui se trouve au sein de la DSI chez nous et qui est en charge de nous informer et de nous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Et il est appuyé par une petite équipe de 3-4 personnes toujours au sein de la DSI qu'on appelle une Data Privacy Team. Et cette Data Privacy Team, elle a fait énormément sur ce RGPD. C'est-à-dire la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a sensibilisé l'ensemble des collaborateurs au nouveau règlement. Donc qu'est-ce que c'est que ce nouveau règlement ? Qu'est-ce qui change par rapport à avant ? Qu'est-ce qui est renforcé ? Ils ont aussi beaucoup œuvré sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en utiliser ? Et c'est vrai que nous, dans 70% des cas qu'on traite en data science, finalement, pour notre secteur, on n'a pas forcément besoin des données personnelles. Et du coup, on peut s'en tirer sans ces données-là. Donc c'est vrai qu'en challengeant et en prenant conscience de l'utilisation de ces données, on se rend compte qu'effectivement, on peut s'en passer. Et l'autre mission de cette équipe-là, très importante aussi, ça a été finalement de mettre à jour l'ensemble des contrats de GRT Gaz avec ses partenaires pour mettre en conformité les différentes clauses avec la nouvelle réglementation. D'accord. Pour vous, Guillaume Planet, directeur marketing du groupe SEB, Big Bang ou pas Big Bang, le RGPD ? Alors la data était un Big Bang pour nous, parce qu'on est une société qui avait une démarche marketing très traditionnelle jusqu'à il y a quelques années de ça. Donc il y avait très peu de data dans le groupe et le peu de data qui existait n'était pas vraiment traité. Et du coup, l'opportunité qu'on a eue, c'est qu'on est né à la data au moment où GDPR est arrivé. Après, évidemment, donc, le Big Bang a été beaucoup plus global que GDPR, mais ça a été une des complexités de cette transformation, avec plusieurs dimensions. Une dimension people, le recrutement de spécialistes de la data privacy pour pouvoir structurer la démarche et accompagner les équipes dans son déploiement. Un sujet people aussi qui est par rapport à l'accompagnement de la montée en compétences. Alors, montée en compétences des équipes tech pour qu'elles puissent être sensibilisées à ces sujets-là. Montée en compétences évidemment des équipes marketing de façon à ce qu'elles puissent avoir une démarche tenant en compte ces enjeux de data privacy. Et aussi une histoire de montée en compétences par rapport à l'autre volet, donc les équipes plutôt juridiques et en charge de ces sujets de privacy pour qu'on puisse faire en sorte que ces demandes se comprennent. Donc ça, c'est le parti people. Ensuite, évidemment, il y a une partie tech avec la mise en place de certaines infrastructures, une évolution des infrastructures de façon à ce qu'on puisse être sur toute la chaîne compliant avec les enjeux ou les normes de GDPR. L'outil essentiel là-dedans étant évidemment le RCU, donc référentiel client unique, qui permet d'avoir une vue à 360 du consommateur et donc de faciliter et pour nous la gestion des enjeux de data privacy et aussi pour lui de pouvoir gérer sa propre data. Et après le troisième niveau, c'est au niveau de process mise en place, c'est encore en cours, de process qui permettent à toutes les étapes du moment pour ce qui nous concerne où on définit un use case jusqu'à son déploiement
tout le monde puisse bien respecter les contraintes relatives à GDPR. Donc un Big Bang Data très fort, au sein duquel la dimension GDPR a été aussi assez conséquente. Avec quand même une opportunité ou plus un... Oui, alors il y a une forte préoccupation, une forte préoccupation du groupe d'être quand même dans une logique de développement durable. La RSE est vraiment au cœur des préoccupations du groupe. C'est pas du greenwashing, c'est vraiment, je pense, au cœur des préoccupations de notre PDG et c'est un élément essentiel de la culture d'entreprise. Donc GDPR est pour nous un moyen de pouvoir continuer à respecter le consommateur. C'est vraiment sincère et de pouvoir l'accompagner dans le respect de l'individu. Et d'ailleurs, c'est et au-delà du groupe SEB, on pense vraiment que GDPR est une opportunité pour respecter les valeurs essentielles des régimes dans lesquels on vit, des pays démocratiques, dans un contexte où ces valeurs-là sont quand même pas mal challengées. Mais ça crée aussi un danger, qui est que on sait très bien que cette data, c'est la matière première de la création de valeur et de la compétitivité des entreprises et des institutions demain. Et du coup, il faudra que les législateurs trouvent le bon équilibre entre le respect de ces valeurs, le respect de l'individu et des droits individuels, tout en laissant aux entreprises et aux institutions des pays concernés la possibilité de pouvoir rester compétitifs face à d'autres pays comme la Chine, où il y a beaucoup moins de scrupules par rapport à cette collecte de data. Donc c'est un vrai sujet d'une grande complexité qui dépasse largement les enjeux business. J'aimerais ouvrir aussi un volet peut-être formation, en tout cas infusion de la culture data dans l'entreprise. Justement, Guillaume, comment vous travaillez à rendre les pratiques marketing vraiment privacy by design? Peut-être que vous pouvez expliquer ce que c'est et comment cela fonctionne dans l'entreprise. Alors oui, en effet, un des motos, des maîtres mots, des éléments clés de communication qu'on diffuse à l'ensemble de nos marchés, c'est que, et notamment aux marketeurs, c'est qu'il faut qu'ils soient data privacy by design. Donc vraiment qu'ils aient cette préoccupation du respect, en tout cas sur les marchés IMI d'Europe, cette préoccupation du respect de GDPR à chaque fois qu'ils mettent une campagne de communication digitale. Après, très concrètement, ce qu'on a fait, et ce qu'on fait encore, c'est que on voit l'ensemble de nos marchés, continent par continent, 2 fois par an, notamment sur ces sujets data. Systématiquement, pour l'Europe, on fait venir nos data privacy spécialistes, donc qui infusent à chaque fois ces messages autour de data privacy de GDPR, de façon à ce que ça puisse rester dans les mémoires. Tous les use cases qui sont montés, que ce soit en centrale ou en local, on les formalise, donc avec toutes les règles à suivre et aussi un volet data privacy, donc qui est monté par nos équipes juridiques en collaboration avec un conseil externe. Et ce qu'on demande au marché européen, c'est qu'en local, chaque fois qu'ils fassent un use case, on leur demande qu'ils le formalisent avec notamment cette dimension data privacy. Et puis derrière, il y a une circulation de ces use cases, aussi bien du central que du local, de façon à progressivement infuser cette montée en compétences. Et il y a un autre élément qui est clé. Alors, les équipes le font par elles-mêmes parce qu'elles sont extrêmement compétentes et motivées. C'est aussi la montée en compétences sur les métiers du marketing de nos juristes, de façon à ce que les deux mondes puissent se comprendre, se parler et collaborer. D'accord, donc beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de collaboration, qui est évidemment un facteur clé de succès sur ce sujet-là notamment. Alors Christophe, vous aussi, vous infusez la data vraiment au sein de GRT Gaz. Vous avez notamment créé une Digital Academy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et justement comment elle peut aider les métiers dans ce contexte RGPD dont on parle? Absolument. Alors, la conviction qu'on a, c'est que cette transformation digitale, elle est avant tout humaine et qu'on a besoin d'accompagner les collaborateurs de l'entreprise, qui sont la clé de voûte de cette transformation, dans l'adoption de ces outils, de ces technos. Et donc, ce qu'on a mis en place, que j'ai créé il y a 3 ans, cette Digital Academy, on a pour mission de développer la culture digitale et data de l'entreprise. Et ce qu'on propose à l'ensemble des collaborateurs, c'est des parcours où ils vont pouvoir développer leurs connaissances des nouvelles technologies pour identifier quel cas d'usage il peut y avoir pour leur business, s'approprier des nouvelles méthodes de travail et développer leur culture digitale. Donc si je prends une thématique
telles que la data, voire même la blockchain, ça se traduit concrètement par des parcours d'acculturation où on va, à travers des conférences, à travers des ateliers, à travers des MOOC, les sensibiliser sur, effectivement, intelligence artificielle, data, blockchain, qu'est-ce que c'est, quelle valeur ça peut avoir pour les métiers. Et donc, on leur fait vivre ces parcours sur plusieurs mois. À l'issue de ça, on fait des ateliers d'idéation où on est capable, du coup, d'identifier des premiers cas d'usage pour ces technos ou en étant partie d'un pain point métier. Et ensuite, on accompagne les porteurs de projets métiers pour passer de cette idée, de cette idée de use case à un projet industrialisé. Et on fait ça du coup sur un pas de temps de 6 mois à 1 an. Voilà. Vous parliez également d'un collectif data, je crois que... Alors oui, parce qu'effectivement, une des choses qui est importante, c'est que on génère un collectif et c'est ce collectif qu'on anime à travers ces rituels et qui se professionnalise sur ces sujets, tels que par exemple l'intelligence artificielle, où on les fait progresser ensemble et c'est ensemble qu'ils imaginent ces cas d'usage. Donc ça génère aussi énormément de transversalité au sein de l'entreprise, un des éléments clés pour générer, stimuler de l'innovation. Et une dernière brique, peut-être le reverse mentoring ? Alors oui, un de nos outils pour développer cette culture digitale et cette culture data, c'est un programme de digital reverse mentoring où ce sont les nouveaux arrivés dans l'entreprise, plutôt les millennials, ceux qui sont particulièrement à l'aise avec les outils, qui accompagnent les dirigeants dans l'adoption de ces outils. Il y a un sujet qui revient énormément dans l'attente, une des attentes de nos patrons assez souvent, c'est les réseaux sociaux par exemple. Ils ont des enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent assez dubitatifs de quelle peut être la valeur business de ces outils. Et donc ce collectif de mentors qu'on professionnalise, qui lui aussi vit ce cycle de professionnalisation, d'acculturation à ces différentes verticales qu'on a définies, tant tech que méthodo que culturelles. Ils accompagnent nos dirigeants pour qu'ils fassent les choix, des choix pertinents dans leur stratégie autour de ces enjeux digitaux et data. Est-ce que c'est vous qui déterminez les thèmes justement des MOOC, des formations, ou les demandes viennent plutôt des collaborateurs et des métiers ? Alors c'est les deux. C'est à la fois opportuniste parce que en faisant de la veille, on voit des technos et des sujets dont on se dit tiens, ils sont encore assez méconnus dans l'entreprise. Donc il y a un enjeu à rendre l'entreprise plus perméable et à proposer des learning expéditions où on sort les collaborateurs pour leur faire rencontrer leurs homologues et ce qui se fait de mieux sur des thématiques qui sont assez proches des nôtres, ou on leur fait découvrir des écosystèmes dont on est plus éloigné. Donc soit c'est opportuniste, soit on part d'une problématique métier et de cette problématique métier on va aller identifier des solutions pour améliorer le business. Ce qui est intéressant de souligner peut-être, c'est que cette initiative du coup de Digital Academy vient de vous, donc vient de la DSI, et ça c'est pas si fréquent que ça. Alors effectivement, quand on a parlé dans les coulisses, on se disait tiens, est-ce que tu es au RH ? Et donc non, je suis pas au RH, je suis à la DSI, au service informatique de l'entreprise. On aurait pu aussi être au RH. C'est comme on se l'est dit, c'est avant tout une question de conviction. C'était moi j'ai eu la chance d'avoir un DSI, un directeur des services informatiques qui avait cette conviction, qui du coup nous a laissé un environnement favorable pour créer cette académie, qui la sponsorise et qui effectivement en fait la promotion dans l'entreprise et qui nous laisse un champ d'action assez important. Voilà, et on collabore avec tous les autres métiers, RH compris, dans les programmes que je vous évoquais. Alors Delphine, je souhaitais revenir avec vous sur les opportunités. Avant ça, il y a une question de la salle pour vous. Donc, comment expliquez-vous votre intérêt précoce à l'anonymisation des données de vos clients et avez-vous pu évaluer les conséquences de cette approche ? Bah oui, d'abord parce que c'est une question d'éthique et moi c'est important pour moi. Alors c'est déjà au niveau personnel, donc moi je viens de la publicité en fait, donc comment dire, par rapport à mon approche dans les centres commerciaux, moi depuis longtemps j'ai vu que c'était un média puisque j'ai commencé en 2010 à travailler dans les centres commerciaux.
en fait, peut-être que par rapport aux autres de l'immobilier commercial, j'avais déjà une compréhension de cette notion de la valorisation qu'on pouvait en faire des flux. Bien sûr, on va dire un centre commercial, il vend des loyers à des enseignes, donc c'est sûr qu'il sait aussi qu'il peut valoriser ses flux, mais moi j'avais une conscience média. Et donc à un moment donné, le fait de dire moi pour mon besoin dans ma business unit de vendre des contacts et de dire vous voyez, quand vous faites une opération événementielle dans un centre commercial, vous voyez, ça génère tant de drive to store, tant de personnes l'ont vu, tant de personnes sont restées sur le pop-up, etc. Je me suis dit, il faut rassurer, parce que si on compte, c'est quand même nouveau, et du coup, il faut le dire. Et en fait, je peux te dire que la technologie s'appelle Retency, et donc on a rencontré Isabelle Bordry, la fondatrice de Retency, qui très tôt nous a dit qu'elle travaillait vraiment avec la CNIL pour anonymiser les flux. Et moi, je trouvais ça vraiment réconfortant, en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est de mon métier d'avant, j'avais la conscience de ce qu'on était en train de faire. Donc ça, c'était la première chose. Et après, il y avait l'impact. L'impact, c'est que du coup, ceux qui sont partis avec d'autres technos et qui du coup n'étaient pas conformes, il y a eu tout un travail à faire de mise en conformité que nous, on n'a pas eu à faire. Bon, voilà, donc on était content d'avoir plutôt choisi cette techno-là. Est-ce qu'on regarde la vidéo maintenant ? Oui. Alors voilà, donc ça c'est un pilote qu'on a fait avec Renault. Justement, toute l'idée c'était de prouver que le centre commercial est un média. Et donc finalement notre client Renault, il était en exposition avec un modèle Scénic, le nouveau Scénic. Et l'idée, c'était finalement de se dire, on voudrait mesurer dans une zone de visibilité combien de gens ont vu le véhicule, combien sont restés effectivement dans la zone pop-up, combien de temps ils sont restés. Et ensuite, on avait aussi, donc ça marche avec des petits boîtiers, cette technologie-là qui en fait donc capte le signal du téléphone sur le réseau, et donc on équipe aussi les concessions, la concession qui était à proximité, et du coup on a pu vraiment mesurer les gens qui étaient passés en centre commercial et ceux qui s'étaient rendus en concession. Donc on a vraiment pu mesurer comme ça nombre de vues, donc nombre de contacts, taux de répétition, des gens qui sont repassés, et puis donc sur la période, dans la journée, et puis après la durée et le drive to store. Et on l'a fait en pilote sur 2 centres, en fait. On l'a fait à Clermont-Ferrand et à Grenoble. Et vraiment avec des résultats très intéressants. Et donc le client, il nous a dit, c'est vraiment génial, parce que finalement, quel média de masse me donne 5 minutes d'exposition, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est bien, parce que nous, en tant que média, on peut vendre effectivement la durée d'exposition. Et puis on peut vendre aussi la répétition, parce qu'en moyenne les gens viennent à peu près 2 fois par mois dans un centre commercial, donc ça veut dire sur des produits comme ça qui sont chers, en fait on peut avoir une certaine répétition s'il reste sur le mois, et du coup c'est intéressant de pouvoir dire à la fois on vend de la durée et puis de la répétition, et bien sûr du flux, puisque en effet et donc c'est bien tout l'intérêt statistique. Et puis l'autre chose aussi, c'est que en fait il y a un truc important dans ce que vous avez dit sur le fait de faire comprendre l'impact de la data en interne, en fait pour moi il y a une notion qui est hyper importante, c'est la visualisation. C'est-à-dire finalement les équipes, quand on va leur dire vous savez là dans les centres vous allez mettre des boîtiers, ah bon mais ça va changer quoi, franchement ça va changer quoi quand on est à l'exploitation, on se dit on ne le voit pas. Et donc le fait de pouvoir visualiser, d'avoir un dashboard qui montre vraiment ce qu'on peut obtenir, tant de personnes sont rentrées par telle porte, ça c'est une zone froide, ça c'est une zone chaude. Alors ça effectivement les gens plus ou moins intuitivement le savent, mais sur telle vitrine il y a tel taux de rebond, pour parler comme sur un site internet, c'est-à-dire les gens ont vu, ne sont pas rentrés, pourquoi ? Donc en fait ça permet de se poser plein de questions, et dès que les gens y voient, en fait, ils comprennent tout de suite. Et du coup je pense qu'il y a, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, en tout cas pas directement, mais je pense que directement la capacité à visualiser les datas fait que tout le monde peut comprendre, analyser et avoir des insights sur comment faire mieux ce qu'on fait dès qu'on voit. C'est rendu visible. Ça vous permet aussi du coup d'optimiser les parcours clients même au sein des centres commerciaux. Oui, voilà, et puis
de travailler cet écosystème centre commercial de manière optimisée. Puisque, moi, ce que je dis toujours aux gens pour expliquer la différence, je dis, c'est comme, pour faire de la pub à Waze, mais je dis, il y a ceux qui l'ont pas, quoi. C'est vraiment, c'est comme si on conduit à l'aveugle, on sait pas où on va, et puis à un moment donné, on vous dit, non, là, il y a un bouchon, il y a ici, en temps réel, sur votre téléphone. C'est pareil, en fait. Là, on est capable de savoir vraiment ce qui se passe et de l'analyser, quoi. La data visualisation, c'est quelque chose d'important pour vous tous? Ah oui, c'est clé pour évangéliser et puis c'est clé pour pouvoir monitorer. Et le monitoring, c'est une des grandes opportunités du marketing. On vient tous les deux du monde des agences de publicité. Je pense que le grand enjeu de ce métier-là pendant des années, et la raison pour laquelle les directeurs marketing se faisaient sacrément bousculer par leur CFO et par leur DG, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment en mesure de mesurer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de piloter et de faire le lien entre ce qu'on fait et la génération de business, qu'elle soit court terme ou long terme. Et nous, on parlait effectivement de la diffusion de la culture data. Et donc, au sein de l'entreprise, nous, la culture data, on a commencé par la diffuser justement grâce à la data visualisation. C'est ce qui parle le plus aux personnes de l'entreprise. Elles sont extrêmement demandeuses. Elles font des tableaux de bord dans tous les sens. Et avoir des tableaux de bord extrêmement visuels, c'est extrêmement demandé. Et du coup, on a vraiment attaqué la culture data par là, nous. Alors Guillaume, peut-être, vous pouvez nous dire un peu, vous collectez beaucoup de données au sein du groupe SEB. Peut-être nous dire un peu, pas assez, toujours pas assez, jamais assez, mais peut-être que vous pouvez nous dire un peu quel type de données justement, et puis les principaux use cases que vous pouvez avoir justement avec celle-ci. C'est assez dans la récolte de la data, je pense que c'est assez classique. On essaie de récupérer en étant compliant avec GDPR, c'est bien celle qui vient de la publicité, que de nos websites, que d'un point de contact une catégorie de points de contact qui est extrêmement importante, qui sont les apps, qui sont très utilisées par nos consommateurs dans leur expérience avec le produit, et puis toute la data nominative, donc venant de l'embasement de nos consommateurs, qui est un élément clé, parce que on est dans un monde intermédiaire, on est distribué en grande majorité par des Amazon, des Discount, des Darty, des Carrefour. Donc du coup, on est comme tous ces CPG, on n'a pas un accès direct à nos consommateurs, donc c'est vraiment clé de pouvoir connecter, donc embaser nos clients et même nos prospects pour pouvoir les accompagner de la meilleure des manières dans leur expérience jusqu'à l'achat et après. Ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement simple sur le principe, mais extrêmement stratégique. La data aussi qu'on commence à récolter, qui aura, on l'espère, de plus en plus d'importance, c'est la data venant des produits connectés, qui justement facilite cet accès aux consommateurs. Après, en termes d'usage, la conviction qu'on a, c'est que la data doit être, comme je le disais précédemment, je pense que c'est vraiment la matière première, une des matières premières clés de la création de valeur et de la compétitivité des entreprises. Et derrière, pour ce qui est de la chaîne de valeur marketing, elle joue un rôle à toutes les étapes, l'identification de signaux faibles pour pouvoir orienter le marketing stratégique, l'identification d'informations sur l'expérience que les consommateurs peuvent avoir avec nos produits de façon à pouvoir les améliorer, les adapter ou répondre aux consommateurs quand ça nous paraît pertinent. L'identification d'informations sur le profil des gens qui s'intéressent à nos produits, qui les achètent pour un ciblage plus pertinent et donc des investissements marketing plus optimisés. L'identification aussi des insights qui vont nous permettre de pouvoir développer les bons messages, les bonnes expériences. Et le dernier point qui rejoint ce que vous disiez précédemment, qui est tout ce qui est mesure, qui est un élément clé, qui est, je pense, une des grandes opportunités du marketing aujourd'hui pour retrouver un rôle stratégique dans l'entreprise, puisqu'on a une plus grande possibilité de pouvoir mesurer ce qu'on fait et à court terme et à long terme, montrer la création de valeur, la piloter, et donc avoir la possibilité d'avoir un échange d'égal à égal avec un CFO et un échange que peut entendre une direction générale. Après, je pense que les équipes marketing ont un nouveau rôle avec le développement de la data. Donc le rôle traditionnel, c'est d'engager les consommateurs, de faire connaître les produits, les marques et d'engager les consommateurs. Et là, il y a un nouveau rôle, toujours dans ce contexte où la data est une des matières premières les plus essentielles pour créer de la valeur, qui est justement être le capteur de toute cette information pour toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça, je pense que c'est une nouveauté, une nouvelle responsabilité qui donc là aussi donne une dimension nouvelle au marketing, métier du marketing, pour pouvoir alimenter le développement des marques et des entreprises.
Alors vous parliez notamment de cas d'usage sur voilà, pouvoir mieux gérer votre mix marketing. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler un peu comment vous sert, les data vous servent dans cet objectif-là? Alors on essaie de faire simple et efficace, vraiment d'être dans une logique de création de valeur. Et donc je vais décrire deux typologies de use case qui correspondent à des enjeux stratégiques. Un premier enjeu stratégique qu'on a, c'est que je pense comme pas mal d'acteurs, on a un déséquilibre de notre mix d'investissement, notamment à cause de la télévision, qui impose des tickets d'entrée qui sont extrêmement élevés pour pouvoir travailler le haut de funnel, donc faire connaître nos produits et déclencher la considération. Et du coup, la data et inversement, on manque souvent de budget pour pouvoir saturer les phases de considération, d'achat, et pour pouvoir aussi fueler, investir sur un sujet qui est clé, qui est central, qui est l'accompagnement de l'expérience client avec nos produits. Et donc la data, avec des use cases très classiques aujourd'hui, qui sont des use cases de type lookalike ou d'identification des bons segments, va nous permettre progressivement de pouvoir être plus précis dans nos ciblages haut de funnel, donc vraiment savoir identifier et parler aux personnes qui sont vraiment utiles par rapport à nos produits et à nos marques, donc réduire les investissements haut de funnel pour pouvoir saturer les phases considération purchase et pour pouvoir fueler davantage tout ce qui est expérience client. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, hyper simple sur le principe techniquement, mais qui répond à un vrai enjeu stratégique. Autre enjeu très stratégique qu'on a, c'est la connexion avec nos clients, donc pouvoir les embaser, pour pouvoir les accompagner dans l'expérience client, ce qui encore une fois est un vecteur de création de valeur qui est colossal. Et là aussi, là il y a des use cases qui sont hyper simples, qui sont la scénarisation de l'embasement sur les websites ou sur les apps. Après, il y a des trucs qui sont un petit peu plus sioux, en nous appuyant sur les data scientists, qui consistent à scorer les consommateurs anonymes qui vont sur nos websites et qu'on n'a pas embasé, qu'on n'a pas identifié comme étant dans nos bases, de façon à pouvoir identifier ceux qui sont entre guillemets les plus chauds, ceux qui sont probablement possesseurs de produits, pour pouvoir derrière les réadresser, soit avec de la publicité, donc via du programmatique, soit avec des emails si on les a déjà en base, mais dont on n'a pas identifié qu'ils étaient possesseurs de tel ou tel produit, quoi. Donc là, le message, en fait, c'est de dire que ce qui compte avant tout, c'est de partir vraiment des enjeux stratégiques, d'être focalisé, obsédé par les enjeux stratégiques. Et après, la sophistication du use case, c'est pas ça le sujet. Ce qu'il faut, c'est avoir des use cases, même s'ils sont hyper simples, qui permettent de répondre aux grands enjeux qu'on peut avoir, quoi. Alors, j'ai d'autres questions de la salle. Il y en a une pour vous, Christophe. Comment travaillez-vous avec des prestataires externes sur les projets déployés autour de cette Digital Academy? Sinon, où puisez-vous la connaissance? Alors, merci pour cette question. Alors effectivement, on travaille énormément avec l'externe, puisque c'est vraiment l'enjeu d'aller chercher ce qui se fait de mieux à l'externe, que ce soit à travers des témoignages de corporate qui sont plus matures sur certaines thématiques, ou aller rencontrer des startups ou d'autres écosystèmes universitaires, académiques, qui sont à la pointe des sujets. Donc on a très fréquemment, à travers tous les dispositifs que je vous partageais, des externes. On met bien évidemment à l'honneur nos experts là sur la data science, sur la data vise, mais à chaque fois on a cette préoccupation de s'ouvrir à l'externe pour aller voir ce que fait la dernière Lex du collectif data. Elle était chez Facebook. Je crois que la prochaine elle est chez Airbus. Donc on va voir ce qui se fait, et c'est aussi pour ça que là, en étant présent et en partageant, nous on est plutôt B2B, mais là on est sur un événement plus B2C, on s'enrichit effectivement de ces expériences et on a à cœur de les déverser auprès de ces collectifs. Et donc voilà, conférences, très fréquemment on a des speakers externes, Learning Expedition, on va se sourcer à l'externe sur les best practices et les meilleures solutions. Donc, et même sur le Digital Reverse Mentoring, moi j'adorerais faire quelque chose de croisé, cross-entreprise, où on partage des expertises. Je ne sais pas si on va réussir à le faire, ça soulève quelques questions, mais effectivement on est très ouvert dans cette activité. J'ai une question également pour vous, Guillaume. Par quel ratio mesurez-vous la performance de vos stratégies data? Ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. Alors sur toute la partie insight, c'est compliqué d'avoir des KPI. C'est plutôt
l'effet indirect sur les décisions marketing stratégique ou marketing produit ou de communication qu'on va pouvoir mesurer. Donc c'est plutôt un effet indirect. Après, sur tout ce qui est communication, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un système de KPI qu'on a structuré pour l'ensemble de nos marchés, de façon à avoir la même grille de lecture, et l'ensemble de nos métiers concernés par les sujets marketing, de façon à avoir la même grille de lecture. Et la façon dont on l'a géré, c'est très simple. C'est qu'on a regardé à chacune des étapes du parcours consommateur quelles sont les attitudes ou les comportements des consommateurs qu'on veut changer. Je vais prendre un exemple qui est hyper simple sur du haut de funnel. Pour continuer à parler de cette étape-là du funnel, du parcours conso. Donc là, l'enjeu, c'est de faire connaître nos produits ou nos marques et de déclencher la considération, donc la recherche d'informations. Traditionnellement, les indicateurs qui sont suivis sont des indicateurs de type média, c'est les GRP. Nous, on considère que les GRP, c'est un indicateur qui est tactique, qui ne sert pas à grand-chose, parce que ça ne permet pas de mesurer le changement dans le comportement ou l'attitude du consommateur. Donc, ce qu'on préfère regarder, c'est des baromètres assez fins de marques, en termes de notoriété, d'image, ou de regarder l'évolution des requêtes sur les moteurs de recherche. Parce que ça, c'est quelque chose de concret qui correspond à ce qu'on attend comme impact de la communication et de la data sur les consommateurs. Voilà, après, il y a des indicateurs qui sont un petit peu plus spécifiques. Sur les lookalikes, par exemple, ce qu'on va regarder, c'est l'efficience. Donc, c'est le coût contact utile versus une campagne qui est non data-driven. Encore une fois, ça dépend des objectifs, avec un fort focus sur le consommateur en fait, et sur ce qu'on veut faire évoluer chez eux. Alors Valérie, je voulais que vous nous racontiez un petit peu les cas d'usage que vous avez. Ils sont majoritairement industriels pour vous, parce que vous l'avez rappelé, très B2B, notamment dans l'objectif d'améliorer la sécurité. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous pouvez nous partager ? Oui, alors on est sur des cas d'usage qui sont moins marketing, mais beaucoup plus sécurité industrielle, donc maintenance prédictive, surveillance de nos réseaux. Donc pour citer deux exemples qui sont plutôt parlants, un premier exemple autour de la maintenance prédictive, donc nos canalisations sont toutes enterrées à peu près 1 mètre du sol, et pour autant il peut y avoir des atteintes au métal sur nos canalisations, et donc on est toujours à l'affût de l'apparition de corrosion. Et aujourd'hui, donc, il y a des moyens physiques qui existent, qui sont utilisés par nos exploitants. Donc, il y a des personnes qui se déplacent le long de nos canalisations, qui font des mesures électriques en surface avec un appareil. Et à partir de là, ils prennent une décision. Ils disent, bah oui, je pense qu'il va y avoir une corrosion. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on fait venir une pelleteuse, on fouille autour de nos canalisations, on creuse et puis on regarde. Il se trouve que ces moyens physiques, ils sont largement perfectibles. Et du coup, l'idée, c'était finalement d'utiliser les données pour essayer de répondre à cette problématique et de prédire finalement la présence d'une corrosion sur nos canalisations. Et donc, on a utilisé toutes les données historiques de toutes les fouilles qu'on avait faites par le passé, où on n'avait rien trouvé, celles où on avait trouvé des choses. On a croisé avec des données, des caractéristiques de nos canalisations, diamètre, etc. On a croisé aussi, et surtout, et ça c'est toujours très important, je trouve, dans les études data science, c'est qu'il faut croiser les différentes sources de données. On a croisé avec des données externes, donc la nature du sol au-dessus de nos canalisations, mais également des données en provenance de la SNCF. Est-ce qu'on a une ligne de chemin de fer qui passe à côté de nos canalisations ou un poteau électrique, parce que ça peut avoir une influence sur l'apparition des corrosions. Bref, on a croisé toutes ces données internes et externes, et on a identifié un algorithme de machine learning qui nous permet, sur des portions de 50 mètres du réseau, d'identifier si oui ou non il peut y avoir quelle est la probabilité qu'il y ait une corrosion. Et aujourd'hui, ça a un réel gain pour l'entreprise, puisqu'on évite à peu près 20% de fouilles inutiles. Voilà. Et puis faire venir une pelleteuse pour creuser, c'est quand même au bas mot 50 000 €. Donc voilà, donc c'est un vrai gain pour l'entreprise. Donc ça, c'était un premier cas. Un deuxième cas qui est assez parlant aussi, c'est ce qui concerne la surveillance de notre réseau. Donc aujourd'hui, on a un avion qui suit le tracé de nos canalisations. Avec avec 2 personnes, le pilote, et puis une autre personne qui prend des photos de cet avion autour de nos canalisations, et on essaye de repérer les situations dangereuses, les situations à risque. Donc une situation à risque pour nous, c'est notamment les zones de travaux. Pourquoi ? Parce qu'on a des pelleteuses, encore des pelleteuses, mais cette fois pas les nôtres, pas celles qu'on fait venir nous, mais des pelleteuses parce qu'il y a des travaux qui peuvent accrocher nos canalisations. Il faut savoir que la pression dans nos canalisations, elle est très forte, elle peut atteindre 90 bars. Donc dès qu'on accroche une canalisation, il peut y avoir des conséquences très graves.
Et du coup, aujourd'hui, cette personne qui prend les photos analyse ensuite une à une les photos pour essayer de repérer du coup les pelleteuses. Et donc là, on a fait tourner un algorithme, on a utilisé de l'intelligence artificielle, on a fait tourner un algorithme de deep learning pour essayer d'identifier de manière automatisée les pelleteuses à partir de ces photos-là. Donc voilà, c'est 2 exemples. Donc des cas d'usage assez pointus sur le prédictif, avec de l'intelligence artificielle. Je crois que vous innovez encore plus sur les data avec une plateforme d'open data. Vous pouvez nous dire un peu, c'est quand même assez nouveau et ce qu'il en est, cette plateforme. Oui. Alors on a créé une plateforme d'open data externe, c'était en début d'année 2017. Donc c'est une plateforme qui est commune avec 8 opérateurs énergéticiens, donc des transporteurs, avec RTE, donc le gestionnaire de réseau de transport électrique, et puis Terega, le gestionnaire de réseau de transport de gaz, mais dans le sud-ouest. Bon, pour ne citer que, donc il y a plein d'autres partenaires. Donc on a ouvert une plateforme commune et on met à disposition un certain nombre de données gratuitement autour de nos réseaux. Donc il faut savoir que c'est une obligation de mettre à disposition ces données. C'est une obligation réglementaire. Donc on a la loi de République numérique et puis la loi de transition écologique qui nous oblige, entre guillemets, à transmettre ces données-là. Donc nous, on a choisi de le faire gratuitement et surtout, on a choisi d'ouvrir une plateforme commune parce qu'on s'est dit que les personnes qui sont intéressées par ces données-là, notamment les collectivités territoriales ou les observatoires énergie ou les bureaux d'études, seule la donnée gaz ne va pas les intéresser. Ils veulent aussi des informations sur la donnée ELEC, etc. Donc on a réussi finalement à créer un partenariat avec nos collègues et pour mettre à disposition ces données. Donc c'est des données de production, notamment production de biométhane, ce qu'on injecte dans notre réseau, et puis des données de consommation à des mailles géographiques diverses et variées. Et du coup, ces données-là, elles sont justement utilisées par les collectivités territoriales qui, elles aussi, ont des obligations. Elles ont des plans climat à respecter. Elles doivent faire des prévisions autour du développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Et du coup, ces données-là, elles sont précieuses pour pouvoir justement créer leur programmation énergétique. Guillaume ou Delphine, le partage de données comme ça avec d'autres structures partenaires ou concurrentes, c'est quelque chose d'envisageable pour vous ? Oui, complètement. Donc la seconde partie data, aujourd'hui c'est pas une catégorie qui est extrêmement développée chez nous, mais on a un certain nombre de partenariats qui ont pu être développés pour mettre en place des use cases avec 2 catégories d'acteurs qui sont les retailers et d'autres industriels qui sont pas des concurrents directs mais qui sont dans l'univers du food. Et avec des principes qui sont pour le moment très simples, qui est pour les retailers de pouvoir aller identifier des prospects chauds de façon à pouvoir aider le retailer à convertir. On a des discussions avec eux aussi pour intervenir en aval de l'achat, toujours dans cette logique d'embasement. Ils sont un petit peu plus frileux par rapport à ça, ce que je peux comprendre. Et après, avec des marques de food, c'est là aussi des partages de data pour pouvoir identifier des segments, des insights nous permettant d'aller nous focaliser sur des gens particulièrement intéressés par les sujets de la cuisine. Donc voilà les typologies de partenaires et de use cases qu'on a pu développer à ce stade. Nous, c'est évident qu'on a un gros enjeu de partage de données avec les retailers, parce que du coup, nous, ce qu'on promeut, c'est l'écosystème du mall, et c'est de dire que on est aussi efficace que Facebook, Google. On a du flux, on a des magasins, donc il faut que effectivement tout le monde y trouve son compte et que notre travail évolue de plus en plus à créer justement de l'expérience de marque, des événements dans les enseignes que nous on amplifie sur nos totems digitaux ou par nos pages Facebook. Et donc en fait l'idée c'est que tout ce halo événementiel crée du contenu qui résonne en fait sur tout le média géolocalisé qu'il y a in-mall, qu'il y a à côté du mall et qui finalement in fine génère du drive to store. Donc plus on est capable effectivement de partager ces enseignements et mieux c'est. Et là du coup cette technologie Retention on a commencé à équiper une 50aine de retailers à Val d'Europe, c'était en mode pilote, donc on va déployer dans une dizaine de centres et en effet l'intérêt, c'est bien évidemment de pouvoir mesurer, mais c'est bien aussi évidemment de pouvoir événementialiser, créer des opérations ensemble. On l'a fait donc à l'occasion d'un événement que moi j'avais monté avec M6 sur les reines du shopping. On avait fait le casting en vrai.
marché. Et du coup, on avait embarqué Marionneau avec nous dans une dizaine de centres et on a vu vraiment les résultats. En fait, quand on est capable de faire une opération ensemble, du coup, Marionneau avait au niveau national plus 8% de chiffre d'affaires dans son centre. Et donc là, bien évidemment, il faut qu'on puisse à la fois, coordonner nos canaux, nos communications et puis mesurer les résultats pour voir effectivement si c'est efficace. Donc notre métier évolue et de plus en plus on doit créer une programmation, la partager, la vendre. En fait, quand on voit les associations de commerçants, on leur propose des événements, notamment c'est vrai que depuis 2015 on fait vraiment le Black Friday de manière, on embarque une quarantaine de centres et donc toutes les enseignes quasiment participent. Et ça, c'est vraiment notre aptitude tous ensemble à nous coordonner et à mesurer l'impact des opérations qu'on imagine ensemble. Alors, il y a quelques questions de la salle. Notamment, que pensez-vous des entreprises qui ne collectent pas encore de données clients ? Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais qu'en pensez-vous ? Ils sont fous. Une autre question, Delphine. Alors, voilà, le Drive to Store a vraiment... la question a disparu. Donc, je ne sais pas si vous pouvez remettre la question d'avant sur le Drive to Store. Il me semble que c'était sur toujours l'anonymisation. Comment en pratique, voilà. Comment mesurer le Drive to Store et le passage consécutif si les datas de Retency sont anonymes ? Alors, c'est pas le fait que Jean-Pierre est passé dans le magasin qu'on mesure, c'est le fait que sur 1000 personnes qui ont vu l'événement, 100 se sont rendus en magasin. Donc en fait, c'est simplement, on dénombre en fait. Exactement comme sur un site internet, on va mesurer le nombre de vues, le nombre de clics, combien. Donc en fait, on compte. Très bien. Autre question. Après le GDPR, quelle évolution pour la privacy dans le monde ? CCPA par exemple. Donc, Mark Zuckerberg parlait notamment d'un RGPD aux États-Unis. Il y a plusieurs trucs. Dans ce sens. Il y a, je crois que c'est le règlement e-data privacy, la prochaine réglementation post-GDPR. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces réglementations sont indispensables pour respecter les droits individuels. Et les droits individuels sont vraiment au cœur des valeurs de nos systèmes. Donc, dans un contexte où ces valeurs-là sont quand même sacrément bousculées, et peuvent l'être encore plus avec les technologies. Donc, c'est extrêmement important. Après, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin parce que, par ailleurs, cette data, c'est la matière première de la compétitivité des entreprises et des institutions. Et en face de ça, il y a des pays, notamment la Chine, qui n'ont aucun scrupule par rapport à cette récolte et ce traitement de la data. Et si on va trop loin, ça serait dramatique. Donc, voilà, quoi. Après, il y a d'autres initiatives ou en tout cas des prises de position, notamment celle de Mark Zuckerberg il y a quelques jours là, dans le JDD, je crois qu'il était aussi dans le New York Times, qui a été très critiqué. Moi, je pense que ce qu'il dit, grosso modo, un des points qui met en avant, c'est que il faut qu'il collabore avec les États, que les États l'aident à faire en sorte que Facebook, notamment, les GAFA en général, puissent être plus respectueux des droits individuels. Il suggère notamment qu'il y ait l'équivalent dans GDPR aux États-Unis, sur America. Je pense que ce qu'il dit, il est sincère, parce que de toute façon, il n'a pas d'autre solution que d'évoluer dans ses pratiques. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, ce genre de réglementation, tout en trouvant le bon équilibre entre respect de l'individu et compétitivité des entreprises et des institutions, doit être trouvé partout dans le monde, y compris aux États-Unis, évidemment. Comme vous le disiez, c'est une des clés pour la confiance des consommateurs aussi. C'est clair, ouais. Mais moi, si je peux me permettre, ce matin, mon fils voulait télécharger un jeu et il y avait écrit qu'il fallait accepter pour télécharger que toutes les données personnelles soient collectées, tout, il y a écrit tout, et qu'en plus elles soient traitées en dehors d'Europe et d'un truc RGPD. Moi, j'étais hyper choquée. Et donc, il a 9 ans. J'ai lui expliqué de quoi il s'agit, quoi.
et que je voulais pas télécharger le jeu, quoi, parce que je savais pas du coup qu'est-ce qu'ils allaient aspirer dans mon téléphone et tout ça. Et je me dis, je pense qu'il y a un enjeu qui est vraiment hyper important de communication, en fait, de vraiment que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, du coup, on a peur parce qu'on sait pas trop si effectivement qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va pas prendre, mais je trouve que c'est vraiment un enjeu. Il y avait une idée qui avait été proposée, que j'avais entendue, j'ai trouvé ça vachement intéressant de dire, ici c'est éthique, quoi, d'avoir un label éthique, voilà. Alors, on peut se dire si c'est RGPD, ça fait un petit peu la même chose, mais sauf que RGPD c'est un nom barbare et le grand public comprend pas. Moi, je pense qu'il y a une notion métier et puis il y a aussi une notion les gens en général, quoi, parce que voilà, donc je sais pas, enfin, vous voyez, comme de la même manière que dans un restaurant, il y a un espèce de truc de dire ici c'est bon ou là ici c'est éthique, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est vraiment un truc à travailler avec le collectif. À terme, l'objectif, c'est que tout le monde soit RGPD compatible, donc. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense qu'il faut engager le public là-dedans aussi, enfin, de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas seulement respecter les règles, c'est aussi avoir vraiment une préoccupation de respect des individus. Alors j'ai une question pour les spécialistes du RGPD. Nous rencontrons des personnes au cours de salons et conférences, l'occasion d'échanger des cartes de visite. Ma question est simple. Peut-on enregistrer ces nouveaux contacts dans nos CRM et leur adresser des emailings sans consentement écrit de leur part ? Non, il faut qu'ils aient dit OK, je veux bien que vous m'adressiez un mail. C'est comme ça. Ah bah. Je suis désolé, hein, je journaliste pour la revue du digital. Le SNCD, qui est un des clubs qui anime tout ce qui est le démarchage, il y a en fait deux cas de figure pour la CNIL. Il y a les communications B2C, enfin, vous vendez des produits à des gens qui sont chez eux, des particuliers, et il y a des communications B2B. Dans un registre professionnel, vous avez le droit de solliciter les gens, car vous les sollicitez dans le cadre de leur profession. C'est le SNCD qui défend cette position, qui a été avalisée par la CNIL. Dans notre entreprise, ils nous interdisent de faire ça, par exemple. Ils nous Oui, disent mais on peut pas. Dans les centres commerciaux, je en comprends. B2B. Non, mais en B2B aussi, on n'a pas le droit. Il faut demander en fait aux gens s'ils sont d'accord pour qu'on leur envoie, par exemple, une newsletter ou quelque chose comme ça. Ça, je sais pas. Vous êtes allé trop loin dans le RGPD, là. Bah, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est la question du respect du droit ou question de préoccupation éthique, quoi. Mais c'est vrai qu'a priori, les règles sont un peu différentes en B2B qu'en B2C, a priori. Ce que je rejoins ton point, c'est que il y a la question du respect du droit. Après, il y a l'esprit des lois, en fait. Et du coup, c'est, je pense, avoir cette préoccupation de respect des individus et ne pas avoir peur d'aller au-delà des textes de loi stricto sensu. Après, c'est la décision de chacun, de chaque entreprise, quoi. Je vais prendre une dernière question. Pensez-vous que les entreprises ont eu le temps et toutes les informations nécessaires pour être RGPD compliantes, étant donné le nombre de mises en demeure observées par la CNIL aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que les entreprises ont eu le temps de se mettre à jour Est-ce qu'elles ont eu toutes les informations nécessaires pour être vraiment en conformité? C'est un processus, enfin, je ne sais pas ce qui se passe en détail chez les autres évidemment, mais c'est un processus, une mise en place qui est quand même assez longue, assez lourde, parce qu'il y a plusieurs dimensions de people, de process, de tech. Et du coup, je pense que progressivement, les structures se mettent en place. Et d'ailleurs, les messages de la CNIL, en mai l'année dernière, a été plutôt rassurant par rapport aux entreprises en leur disant ce qui compte, c'est que vous mettiez progressivement en compatibilité avec ces nouvelles réglementations, parce qu'ils ont complètement conscience du fait que c'est lourd, quoi, et coûteux en plus. Et vous disiez que vous, au sein du groupe SEB, le juridique réfléchissait déjà depuis 2015, il me semble, déjà. Ouais. Alors ça, c'est une chance qu'on a eue, c'est qu'on a été alerté très tôt par les équipes de juridiques sur l'arrivée de cette loi, ce qui a permis d'anticiper le sujet. Alors moi, par exemple, je n'étais pas du tout au courant de ça. Au début, j'étais complètement hermétique, je comprenais pas, c'était pas mon univers. Et vraiment, ils nous ont évangélisés. Et ça a vraiment été une chance pour le groupe.
Et alors nous, Digital Academy, oui, je dis plus digital, je dis data, mais le thème de notre prochain mois à thème, puisqu'on a thématisé les mois d'acculturation, il est justement sur ce sujet de l'éthique de la data, et on construit avec notre direction juridique toute une programmation pour sensibiliser l'entreprise, mais aussi pour accompagner toute l'équipe direction juridique sur quels impacts le digital, la data sur leur métier. Donc c'est vraiment effectivement dans les préoccupations de l'entreprise. Merci beaucoup. Je crois que cette collaboration du coup entre les équipes est jolie à observer. Donc merci beaucoup à tous les quatre. Bon salon à tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne journée.